C'est moi, Jean-Pierre. Ouais. Oui, donc on a choisi de la même soirée parce qu'en fait les thèmes sont relativement proches. Donc plutôt que de faire deux soirées différentes, autant faire dans la même. Donc j'avais animé en début d'année une causerie autour du livre de Marie Miller, qui est journaliste au Monde, et qui s'appelle Révolte, les élites face aux défis climatiques. C'était en fait une enquête qui portait sur 2 ou 3 ans sur des étudiants des grandes écoles, et qui montrait que de plus en plus d'étudiants, alors c'est difficile à chiffrer, enfin, elle parlait d'une pétition quand même qui regroupait 17 000 signatures d'étudiants, ce qui n'est pas négligeable, hein. Et donc des étudiants qui semblaient se démarquer plus ou moins, mais plutôt plus que moins, des valeurs du système. Donc ça me paraissait intéressant, parce qu'effectivement, on a rarement, très rarement, vu dans l'histoire des élites ou des futures élites renoncer à leurs privilèges. Et un mois après ces causeries, c'était la fameuse affaire d'AgroParisTech. Donc je propose ce soir donc, un prolongement donc, à ces discussions, parce qu'il n'y a évidemment pas que les élites qui bougent, bien sûr. Et donc, il me semble, ce que je voudrais montrer ce soir, alors ça peut être une impression, une intuition, peut-être qu'elle est fausse, hein, mais ce que je voudrais montrer, c'est qu'il me semble que des stratégies que moi j'appellerais d'évitement ou de contournement se substituent progressivement aux stratégies plus classiques d'affrontement, dont a parlé Mika tout à l'heure. Voilà, donc ce que je vais dire n'engage que moi, les camarades du groupe ou de la fédération ne sont pas tenus d'avoir le même point de vue, bien sûr. Donc jusqu'à présent, ce qu'on peut dire, je pense, c'est que la contestation des exploités à l'égard des classes dirigeantes, c'est plutôt réalisé par une opposition plus ou moins frontale, soit donc par les émeutes, bien sûr, dont a parlé Eric, que mentionnait Eric Sadler aussi, les émeutes, les soulèvements, les insurrections, qui se terminent généralement par une répression sanglante, donc d'où le peu d'efficacité, soit par la voie syndicale. Or, on sait qu'aujourd'hui, le taux de syndicalisation en France, par exemple, est de 7% des salariés. Au moment du Front populaire, il était de 50%. Même s'il semble que le syndicalisme ressurgisse dans certains endroits aujourd'hui, vu le contexte économique et social difficile, c'est un euphémisme. Alors, il ne s'agit pas, dans ce que je dis là, de dénigrer ce qui a été fait par le passé, souvent avec courage, mais de s'interroger sur l'inefficacité des affrontements, sur la nécessité peut-être d'une complémentarité des pratiques, de constater l'émergence de stratégies donc différentes, même si la réalité est un peu plus complexe, c'est-à-dire que moi j'ai parlé tout à l'heure de stratégie donc d'évitement, je ne sais pas le terme, mais peut-être pas juste, d'évitement au contournement, par rapport à la stratégie d'affrontement, il peut y avoir aussi une cohabitation des deux. L'histoire est toujours plus complexe que ce à quoi on veut bien la réduire. Donc ce que je dis là, ça n'enlève évidemment ni la légitimité des aspirations révolutionnaires, hein, la révolution reste une nécessité, peut-être plus que jamais, ni la pertinence du syndicalisme, évidemment. Alors, une remarque quand même, c'est que dans la mesure où ce qui motive les jeunes aujourd'hui, c'est essentiellement la question écologique, et on comprend fort bien pour ça, pourquoi, et que d'autre part les hiérarchies syndicales s'obstinent, à de très rares exceptions de près, à délaisser ce problème, on peut effectivement difficilement reprocher aux jeunes de ne pas s'orienter vers le syndicalisme. Ça pourra changer, mais pour l'instant, c'est le constat qu'on peut faire. Voilà, donc ces stratégies dont je parlais tout à l'heure, elles rappellent, j'en avais parlé dans la première causerie, les propos de La Boétie, qui date quand même de 4 siècles et demi, dans le discours de la servitude volontaire, et La Boétie qui se lamentait de voir les hommes être, donc je cite, les complices du larron qui les pille, sans aucune chance de le renverser. Et donc il invitait La Boétie à cesser de coopérer avec le système. Et il disait, entre autres, soyez résolus de ne servir plus, et vous serez libres. Et donc ces stratégies, elles tournent autour de notions, donc que je vais énumérer, j'en oublie sans doute, hein, qui ne sont pas strictement les mêmes, mais qui ont quelques points communs. Notamment ce qu'on peut appeler la désadhésion, la démission, la bifurcation, qui concerne justement les étudiants, l'insoumission, l'objection, la désertion, la non-coopération, qui est peut-être une des plus intéressantes, la dissidence, la désobéissance civile, la sécession précisément, voire le retrait. Donc ces notions, je disais, elles ne se recouvrent pas strictement, mais elles expriment quand même toutes certaines valeurs communes, donc notamment un refus de se soumettre à une autorité, à des cadres sclérosants, à des normes assujettissantes. Elles expriment surtout aussi une défiance vis-à-vis des institutions et le refus d'un certain nombre de valeurs du système. Reste le cas particulier du sabotage. Alors je l'ai mis à part parce qu'il pose problème, pour certains du moins. Et donc le sabotage qui relève à la fois de la désobéissance civile et de l'action directe.
Donc, ce qu'on peut constater, c'est que face aux limites de la protestation polie, c'est-à-dire des manifestations polies, convenues, de plus en plus d'activistes, effectivement, impatients, qui peuvent rappeler aussi peut-être la fin du 19e avec les anarchistes, les poseurs de bombes, des gens qui s'impatientaient de ne pas avoir de changement et qui voulaient autre chose. Sauf que là, la comparaison est peut-être un peu osée. Et donc, face aux limites de cette protestation, on parlait tout à l'heure effectivement des COP qui se soldent depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années par des échecs. Donc, on comprend l'impatience des jeunes, notamment, pas seulement des jeunes, mais entre autres. Et donc, de nombreux activistes recourent précisément au sabotage autour essentiellement de la question écologique. Pas seulement, mais essentiellement. Donc, ça veut dire que les pipelines, les caméras de surveillance, les radars, les antennes relais, je crois qu'en 2020, il y a 170 antennes relais qui ont sauté en France. C'est pas su, officiellement, il ne faut pas donner d'idées surtout, mais c'est énorme. Les infrastructures de transport, les pylônes, les lignes électriques, les méga-bassines, donc les dégradations s'accélèrent. Bien sûr, on ne les voit pas à TF1 ou très peu, sauf pour parler effectivement de la violence, mais uniquement de la violence des activistes. Donc, il s'agit, dans le choix de ce sabotage, dont c'est délibéré, bien sûr, c'est assumé, il s'agit donc selon les termes des activistes eux-mêmes, de cibler précisément les responsables du massacre, donc de ne pas aller à l'aveugle, d'entraver, de perturber, de ralentir la machine à broyer le vivant, ce sont leurs propres termes, de retourner l'arme de l'ennemi contre lui-même, voilà, dans le cadre d'une lutte autonome, auto-organisée. Donc le sabotage, il a longtemps été disqualifié par l'opinion publique. Aujourd'hui, il semble que ça change un peu, il est plus légitime, mieux légitimé, et donc selon une étude de Harris Interactive, un tiers des personnes interrogées disent comprendre le recours aux actes violents pour s'opposer à des décisions politiques. Et donc cette radicalisation, elle s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'aggravation objective de la situation, c'est une évidence, l'urgence de trouver des solutions, et le sentiment d'impuissance face à ce qu'on appelle la méga-machine. Alors, certains, je disais tout à l'heure, donc, ne manquent évidemment pas de dénigrer la violence, entre guillemets, inhérente au sabotage. On peut leur opposer trois remarques. D'abord, le sabotage et les dégâts matériels se déroulent le plus souvent de manière ciblée dans un cadre précis. Cette violence, entre guillemets, est dérisoire, évidemment, par rapport à la violence structurelle et institutionnelle de l'État ou du capitalisme industriel. Et d'ailleurs, on peut soutenir que ceux qui critiquent cette violence, c'est pas tout à fait naïf, cautionnent un individu comme Darmanin, qui considère, lui, que les éco-terroristes ne sont pas ceux qui, depuis un siècle, privatisent les biens communs, accaparent les terres, pillent les ressources naturelles, détruisent les écosystèmes, massacrent le vivant, dérèglent le climat. Mais les éco-terroristes, selon M. Darmanin, sont bien ceux qui dénoncent ces agissements. C'est quand même assez extraordinaire. Ensuite, la deuxième remarque, c'est que le sabotage est, effectivement, c'est pas nouveau, c'est aussi vieux même que l'exploitation humaine. À l'origine, il répondait à la formule « à mauvaise paye, mauvais travail », ce qui est tout à fait logique. Et donc, l'anarcho-syndicaliste Émile Pouget soutenait, lui, donc, je cite, « si les travailleurs s'attaquent aux machines », il pensait aussi aux ludites des années 1800-1810, c'est non par plaisir ou dilettantisme, mais parce qu'une impérieuse nécessité les y oblige. Enfin, la troisième remarque qu'on peut opposer à ceux qui critiquent cette pseudo-violence, elle est sous forme de question, c'est qui, aujourd'hui, se sent de taille à reprocher de tels actes à une jeunesse que moi je qualifie de fracassée. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-24 ans, et il n'y a malheureusement pas que le suicide comme problème des jeunes. Une jeunesse qui prend conscience, une partie du moins, qu'on lui a d'ores et déjà volé son avenir. Voilà, donc pour situer un petit peu le cas qui est bon ou qui n'est pas bon, je ne sais pas, hein, donc de modification de stratégie. Maintenant, pour illustrer ça, j'ai choisi quelques faits. Quelques faits qui montrent donc ces stratégies dont je parlais tout à l'heure de désadhésion, bifurcation, etc. C'est-à-dire ne pas rentrer dans l'art du pouvoir, mais ne pas le soutenir, voilà, ne pas coopérer. Alors, évidemment, pour chacun de ces faits, il faudrait prendre le temps, mais on n'aura pas le temps, je vais essayer d'être assez rapide, pour qu'il y ait un débat après assez conséquent. Il faudrait, pour chacun de ces faits, préciser, nuancer, relativiser. Mais, encore une fois, on n'a pas le temps,
peut-être qu'on prendra le temps tout à l'heure de faire pour certains d'entre eux. Alors, le premier fait que j'ai choisi, c'est la désertion des bureaux de vote. Donc là, il fallait choisir aussi quel pays, quel type d'élection. Bon, j'ai choisi tout bêtement l'abstention au premier tour des élections présidentielles en France. Alors, en 2012, c'est 20,52%. En 2017, c'est 22,23%. En 2022, c'est 26,31%. Donc, plus 6% sur une période assez courte de l'histoire, c'est pas négligeable. Alors, le deuxième fait que j'ai choisi, c'est en Grande-Bretagne, en Italie, et apparemment, dans d'autres pays aussi, de plus en plus de personnes qui sont prises à la gorge par les prix exorbitants, par l'inflation, brûlent leur facture d'énergie. Donc, désobéissance civile. Un troisième fait, qui peut sembler lointain pour certains, mais qui, à mon avis, ne l'est pas, dans une société où l'exode rural semblait être la norme depuis des siècles, les métropoles polluantes, aux densités étouffantes, exercent en fait une répulsion de plus en plus importante, et donc beaucoup de grandes agglomérations perdent des habitants. On estime qu'en France, par exemple, entre 600 000 et 800 000 personnes ont quitté les espaces métropolitains entre 2015 et 2018. Cette citation est tirée du bouquin « Les métropoles barbares » de Guillaume Faburel, qui est venu ici faire une conférence. Et il est vraisemblable que depuis les chiffres récents, avec notamment la pandémie qui a joué un rôle d'accélérateur, confirmeraient ces chiffres-là. Déjà, certaines villes américaines avaient perdu plus de 30% de leur population entre 70 et 2000. Alors pourquoi ça me paraît important? Parce que précisément, le capitalisme s'apparente, donc je dis l'exode rural, hein, c'est effectivement, le capitalisme c'est quoi? C'est le triomphe de l'industrie par rapport à l'agriculture, donc c'est la liquidation des paysans. Quelqu'un disait que le fait majeur, qu'il faudrait se souvenir un jour que le fait majeur du XXe siècle, ce n'est pas la naissance du prolétariat, mais la disparition de la paysannerie. Et effectivement, donc, le capitalisme est fondé sur la concentration, sur l'urbanisation. Et donc, ce mouvement, que certains appellent déjà l'exode urbain, va à l'encontre du système. Et tout ce qui